Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur un format qui va totalement changer de d'habitude, puisque là, on va se retrouver avec Jean-Noël, qui, nous fait l'honneur de nous rejoindre sur la chaîne. Donc salut Jean-Noël. Salut En fait, Axel. qui est un abonné de la chaîne et qui commente souvent les vidéos, qui, en fait, je l'ai retrouvé aussi dans plusieurs formations dans lesquelles je suis et en fait, ce qui pouvait enfin, je pense, ce qui pouvait être intéressant, ce serait de partager un peu son parcours d'investisseur. Donc on va essayer de nommer cette série probablement, «Dans la tête d'un investisseur» ou «Le parcours d'un investisseur» et le but, c'est pas forcément de montrer, d'autres influenceurs, mais on va parler d'un investisseur, on va dire, classique, qui a pu se former sur internet, qui a pu se former donc via des vidéos YouTube, via des livres et cetera et essayer de comprendre, son quotidien, ce que lui, il fait justement dans ses actions d'investissement, comment a évolué sa stratégie et essayer de comprendre un peu tout ça. Donc je pense que ça pouvait être sympa de mettre un peu la lumière sur quelqu'un d'autre, pour une fois. Donc est-ce que Jean-Noël, tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, probablement? Bah, déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ça fait plaisir de passer sur la chaîne pour un investisseur, particulier. Du coup, moi, c'est Jean-Noël, j'ai 23 ans, j'habite dans le sud-est de la France, à, Grasse, la capitale du parfum, donc c'est pas très loin de Cannes, Nice. Mmh. Je suis ingénieur en supply chain, donc la supply chain, c'est la partie chaîne d'approvisionnement, sur la partie aussi bien production que logistique, dans les entreprises. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est, entreposage, gestion des stocks et bah, je suis ingénieur depuis 15 jours parce qu'avant j'étais en alternance, je crois comme toi, Alternance, pendant OK. voilà, comme toi, hein, pendant 3 années, en école d'ingénieur. Donc j'étais 3 mois en école, bah, c'était à Paris, aux arts et métiers et 3 mois, en entreprise, dans la même entreprise où je suis actuellement, à Grasse. OK et donc du coup, en gros, tu as fait, un petit peu, je pense, comme, tous les alternants qui investissent, c'est que tu as commencé, enfin, tu avais pas beaucoup de dépenses, probablement tu étais encore chez tes parents et du coup, tu as beaucoup épargné, beaucoup investi finalement la grosse partie de ton apprentissage, c'est ça? Exactement, ouais, parce que quand on est en apprentissage, on a quand même un salaire assez conséquent en parlant du SMIC, on va dire. Et donc, ouais, sûr, quand tu vis chez tes parents, tu peux mettre un peu de côté et investir petit à petit, sur les marchés financiers. Donc ça, c'est plutôt cool. OK. Et alors du coup, comment tu as démarré dans l'investissement? C'est-à-dire, est-ce que, toi alors est-ce que c'est parce que tes parents, par exemple, t'ont donné un petit peu envie dans l'investissement ou c'est toi, tu t'es renseigné sur internet et c'est ça qui t'a donné envie? Et est-ce que tu as tout de suite démarré avec la bourse ou est-ce que toi, dans ta tête, c'était en mode, «Bon, là, pour le moment, j'ai pas le choix vu que je suis en alternance, c'est la bourse, mais ensuite j'aimerais faire de l'IMO» et comment un peu ta stratégie au cours des 3 dernières années où là, tu as commencé à investir, est-ce qu'elle a évolué ou est-ce que c'est resté la même? Est-ce que, tu es tout de suite arrivé sur, les actions à dividendes ou alors les ETF et ensuite tu t'es dit: «Je ne bouge plus»? Comment a évolué et comment tu as démarré dans l'investissement, avec tout ça? Alors moi, j'ai commencé en, octobre-novembre 2020, donc juste après le covid. C'est là où il y a eu un peu la hype sur les marchés financiers, on va dire. Moi, j'ai commencé à travers mon père qui était, plutôt, axé bourse via assurance vie. C'était pas forcément un grand connaisseur, mais c'est vrai qu'il m'en parlait assez quotidiennement des marchés financiers et j'ai eu également donc un ami qui fait des études en fait dans la partie finance à Schema Mmh mh. Business School, donc c'est venu de lui. Après, comment j'ai un peu plus appris la bourse aussi, c'est, aussi en partant aux États-Unis. J'ai fait 4 mois aux États-Unis, donc une mobilité, internationale, bah, en lien avec mon école. Donc, aux OK. États-Unis, c'était pas à New York, donc eux, ils ont vraiment, switché à fond, Mindset. bourse à fond, quoi, donc ça, c'est top. Enfin, quand tu parles avec eux, ça a rien à voir avec la France, niveau bourse, ils connaissent tout par cœur, tout ce qui est taux d'intérêt, inflation, l'économie, comment ça fonctionne, ils sont vraiment OK. au top du top, donc ça, c'était vraiment super. Et moi, j'ai commencé donc, avec au début le courtier, eToro, donc c'est pas forcément le meilleur courtier pour commencer. Et honnêtement, j'ai commencé, j'avais aucune stratégie, j'y connaissais pas grand-chose. Moi, je savais ce que c'était la bourse, je savais ce que c'était les marchés financiers, je comprenais que ça fluctuait beaucoup les cours, mais j'avais Mmh mh. pas forcément de stratégie claire et nette, je me cassais pas la tête. J'achetais des actions un peu au hasard, en fonction de la hype, pour être honnête, des fois, j'achetais des actions juste parce qu'elles prenaient 40-50 et je dis: «Ah trop bien, c'est bon, je vais faire fois 10, fois OK. 15 sur mon capital». Vraiment comme un débutant à l'aveugle, je m'étais pas du tout formé profondément. J'avais quelques notions, mais aucune, comme j'ai actuellement. Du coup, j'ai eu un peu la chance du débutant au début, franchement, c'était assez cool. En plus, c'était fin 2020, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était un gros marché haussier là, avec toutes Ah oui, les c'est, juste après le covid, donc ça quand ça avait bien baissé et puis ensuite, là, moi, c'est pareil, c'est là aussi j'ai commencé, comme ça. voilà, tout à fait. Et donc voilà, OK. c'était toutes les valeurs technologiques, les petites valeurs technologiques qui avaient vachement monté. Donc moi, j'avais acheté
du NIO, enfin plein de petites actions, technologiques qui venaient de rentrer en bourse, finalement des IPO comme Palantir et cetera. Mmh. Et c'est vrai que jusqu'à début 2021, bon même quelques cryptos aussi, parce qu'il y avait la hype crypto aussi, c'est resté enfin c'était une période de fou en fait quand on y repense, c'était vraiment une période de taré. Et yes, en début 2021, du coup, j'avais une bonne performance de 20-30 la chance du débutant, quoi, parce que j'ai vraiment acheté au hasard, finalement, tu achetais n'importe quoi et tu avais ton Ça montait, portefeuille qui ouais. augmentait. Et après, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a eu un premier petit crack, on va dire, entre guillemets, début 2021 sur les petites valeurs, technologiques et cetera. Et là, je me suis pris une bonne raclée parce que finalement, j'ai perdu mes 30 de gains. Ah oui, de gain. Donc là, Mmh. je suis descendu de mon nuage un peu et finalement, je me suis ressorti avec, une performance à -15. OK. Mais est-ce que tu avais, Et OK, en gros, ce que tu avais investi, c'était sur des enfin, avec effet de levier? Parce que sur eToro, tu faisais effet de levier ou non, tu t'investissais, comme ce que tu ferais avec Trade Republic, c'est tu t'avais, déposé, je sais pas, 500 ou 1 000 € et tu avais investi cet argent-là, ouais, c'est comme ça, ouais, ça ou tu j'avais déposé, 4 000 € et bon, après sur eToro, c'est des CFD la plupart du temps. mmh, Bon, j'avais fait un peu d'effet de levier parce que j'y comprenais pas grand-chose, hein, pour être honnête, je m'étais fois dit: «C'est trop bien, tu mets 400 € ça finalement, bouge c'est comme beaucoup, en Zcash fait. Ouais, tu voyais, ça avec bouge 4 000». beaucoup. C'est ça, bon, par contre, tu avais ton stop loss qui était, tu avais forcément un stop loss qui était attribué, sinon, il fallait que tu sois couvert. En fait, c'est pas Mmh. comme sur eBay où, tu es obligé d'avoir la somme pour être couvert. Là, c'est vraiment, ils te déclenchent un stop loss et Ah d'accord, OK. C'est une garantie, ouais, qui se fait sur ta position directe. c'est ça, c'est les CFD, hein, c'est un peu, le Far OK. West. Et donc du coup, tu as fait eToro et après qu'est-ce qui t'a, après donc tu as quoi? Tu t'es formé, donc comment tu t'es formé? Et après c'est que tu es passé sur une autre plateforme ou tu as continué sur eToro en te formant, c'est ça? Alors moi, du coup, ouais, quand j'ai eu -15 en fait, j'ai tout vendu, j'ai eu la peur, je me suis dit: «Allez, c'est bon, faut que j'arrête les conneries». Alors au début, je me suis un peu remis en question, je me suis dit: «Ouais, la bourse, c'est pas fait pour moi». Comme tout le monde, hein, il y a que les riches qui gagnent ou alors c'est que les professionnels et nous, les particuliers, on peut rien en tirer, on finira, ruinés. Et finalement, je me suis dit: «Allez, faut que je m'accroche, faut que je me forme et cetera». Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé à lire des bouquins. Moi, tu vois, j'ai lu des bouquins, de Tammy Kabash, tu vois? Donc c'est hop, je mets juste devant la caméra, Mmh. gérer ses émotions en bourse. Donc ça m'a bien aidé sur la partie psychologie. OK. Et moi, j'étais C'était un l'un de tes peu c'est l'un de tes premiers livres, c'est ça? c'est ça, c'est un de mes premiers livres et je crois que c'était d'abord celui-là que j'avais lu en premier, donc c'était Maîtriser l'analyse technique. Moi, j'aimais bien tout ce qui était graphes, en fait. Quand je regardais la bourse, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était voir les graphes, que ça monte, OK. que ça descende, essayer de comprendre un peu toute la psychologie derrière des opérateurs, des particuliers et cetera. Et j'ai également, bah, là, je suis en train de le finir parce que c'est un gros bouquin. Tu vois, c'est de Peter Lynch, Battre, Wall Street. Donc ça, c'est un peu D'accord. plus axé, analyse fondamentale et cetera. Et tu arrives à trouver du coup de la, comment dire? De la cohérence entre analyse fondamentale et analyse technique? Ou des fois tu te dis: «Ah, il y a un mec, il donne cette manière de penser dans l'analyse technique qu'on retrouverait pas forcément dans l'analyse fondamentale» et du coup, c'est un peu 2 stratégies presque qui s'opposent? Ou tu trouves justement que ça s'oppose pas et que tu arrives à allier les 2? Ça dépend franchement de la psychologie de chacun. Moi, au début, j'étais 100 à dire: «Ah, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ça sert à rien». Mais finalement, si tu te remets en question, tu te rends compte que les 2 combinés, c'est le meilleur des mondes. Enfin, est-ce Mmh. que l'analyse technique, finalement, ça te montre, la psychologie des opérateurs à l'instant T sur le graphique. Tu vois, s'ils sont euphoriques, s'ils ont peur, s'ils sont plutôt acheteurs, s'ils sont plutôt vendeurs, si tu es plutôt dans un range où tu sais pas trop s'il faut acheter ou vendre. Et finalement, l'analyse, fondamentale, donc comme Peter Lynch ou Warren Buffett, où tu achètes un super business sous-évalué, qui qui gagne de l'argent, voilà, qui te verse des dividendes et si tu combines les 2, ça peut vraiment être super. D'accord et donc toi aujourd'hui ta stratégie actuelle, c'est du coup, c'est laquelle? Est-ce que tu fais 2 stratégies dans 2 portefeuilles différents et tu compares un peu les 2? Comment tu gères un peu ta strat actuellement? Ouais, attends, je vais te partager mon écran. Hop. Ouais, tac, impec. Alors moi, en fait, ma stratégie, donc je suis ingénieur, donc je suis assez, axé sur les chiffres, les stats et cetera. Et Mmh. bon, je pense que tu connais aussi cette stat, c'est que 94 si je dis pas de bêtises, des fonds professionnels ne battent pas le marché sur 15 ans, donc ne battent pas le S&P 500. Donc finalement, Mmh. moi, je me suis dit: «OK, avec cette stat, donc moi, juste j'achète le S&P 500». Bon, après, j'ai pas découvert tout seul, c'est à travers YouTube, mais juste en achetant le S&P 500, déjà, je peux faire mieux que sur 15 années
que la plupart des fonds professionnels. Donc ça, je me suis dit: «C'est quand même incroyable que la plupart des professionnels n'arrivent pas à battre un simple, indice, S&P 500». Mmh. Et c'est là finalement tu te rends compte, tu te dis: «OK, bon, la bourse c'est pas aussi facile qu'on le pense et il vaut mieux, comment dire? Gérer son risque en parallèle». Donc moi, ma stratégie, si tu regardes, bah, là, tu vois, sur ce premier graphe là, en fait, ça repose à 80 de mes actifs tout simplement sur des ETF passifs où je me casse pas la tête, où je fais du DCA. Bon, je vais le développer juste un peu après, mais c'est plus du DCA, à combiner à l'analyse technique, donc j'essaie toujours de trouver un bon point d'entrée. Ah OK. Et après, j'ai 2 petites autres parties sur le stock picking, sur, 10 et la crypto-monnaie sur 10. OK, Donc et là, tes je suis ETF, plutôt sur donc là, on parle de donc là, c'est que en compte titres ou en gros, tu fais la somme de compte titres et PEA, par exemple? ouais, bah, là, on le voit parfaitement, Ah oui, sur ce graphe, tu vois? Donc j'ai 65, je suis sur le PEA Boursorama, 25 chez Interactive Brokers et 10 chez Binance. OK, et là, pour tes ETF, du coup, tu en choisis, 1, 2, 3 ou un seul, par exemple, tu prends le SP 500 et tu te prends pas la tête? Non, là, j'ai essayé de diversifier un peu, de chercher un peu plus de performance. Donc j'en ai pris 5. J'ai pris le MSCI World, donc sur les indices, bon, l'indice mondial, Emerging Market, donc là où tu as un peu de Chine, d'Asie, Afrique du Sud, Russie, et cetera. Nasdaq 100 parce que, voilà, j'ai vu que sur les dernières années, ça marchait plutôt bien le Nasdaq et les valeurs tech, donc je suis assez confiant. J'ai un biais plutôt positif là-dessus. Mmh. Et ensuite, après, j'ai mis 2 ETF plutôt sur les petites capitalisations, donc le Russell 2000 et le MSCI USA Small Cap Value, donc ça, c'est sur, eBay. Et ça, en fait, je sais pas si tu connais, c'est les ETF, Smart Beta, en fait. C'est un facteur, en gros, qui, depuis plusieurs années, bat le marché. D'accord. Donc tu as le OK. facteur, petite capitalisation, tu as le facteur value, tu as le facteur momentum, donc ça, c'est les entreprises, en bourse qui font de mieux en mieux en performance, donc plus tu achètes ça et plus tu as de chances de gagner de l'argent. Mmh. Et le meilleur facteur, combiné dans Smart Beta, bon, ça reste que des études, c'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas forcément, présage des bonnes performances dans le futur. Mais le meilleur facteur, donc ça reste la combinaison entre les small cap et la partie value. OK. Je comprends, je comprends. Très bien, et là, du coup, pour ton comme tu disais, donc sur ton PEA, tu fais une sorte de DCA, donc c'est, toi, tu vas regarder certains ratios, sur ton ETF. Donc tu as certains outils peut-être que tu utilises pour suivre ça, ou comment tu fais un peu C'est ton ça. analyse, d'ETF? Bon, alors d'abord, moi, j'utilise, Finary. Bon, je crois que toi aussi tu as cette plateforme, donc là, au moins, je peux suivre tout mon portefeuille. Donc là, bah, là, on retrouve tous mes ETF que je t'ai dit tout à l'heure. Bon, juste Mmh. là, j'ai un doublon sur le Nasdaq parce que, il y a une petite, comment dire? Entourloupe un peu d'Amundi où ils sont passés ESG sur la plupart de leurs ETF. Ouais, ils augmentent Donc leurs finalement frais et tout ça. c'est Ouais. ça, donc ils ont augmenté leurs frais. Le Nasdaq 100 finalement, c'est plus Nasdaq sur 100 entreprises, si on prend celui-là, le Amundi PEA, mais c'est le Nasdaq sur 42 entreprises. Ils en ont viré pas mal dans l'indice. Du coup, moi, petit à petit, j'essaie de me repatrier sur, celui-là, sur le Lyxor Nasdaq 100 où je resterai sur l'indice Nasdaq. Mmh. Et après, voilà, j'ai mon CTO chez eBay. Donc là, voilà, avec mon indice, quelques stock picking, donc là, c'est plutôt des actions value que j'essaie d'aller chercher. Mmh. J'ai une partie en cash que je garde pour toujours avoir un peu de cash pour saisir quelques opportunités s'il y a une bonne baisse. Et voilà, bah, après plan épargne entreprise, j'ai encore un peu d'argent sur mon CTO, eToro qu'il faudra que je coupe. Et sur la partie crypto, moi, je me casse pas trop la tête. Bon, pareil, je rentre en DCA et là, j'ai pris, une vingtaine de cryptos, bon, avec les plus importantes comme, Ethereum, Bitcoin et Binance. Mmh. Et ensuite, ouais, j'essaye de chercher des bons projets, mais on va dire, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je sais que la crypto, c'est assez volatile, donc j'essaie juste de pas dépasser les 10 de mon capital là-dessus. OK, donc gros focus plutôt bourse principalement, et on n'a pas parlé d'immobilier, mais ça, pour l'instant, c'est un sujet que tu veux pas trop traiter, tu veux faire full Ouais, moi, pour bourse? le moment, full bourse, moi, j'ai envie que en fait, l'investissement, ça reste une passion, donc je me dis: «La bourse, ça me plaît vraiment, l'immobilier, ça prend». En fait, pour moi, c'est pas forcément que du passif parce que tu passes beaucoup de temps à gérer tes Mmh. locataires, à trouver un appartement, faire les travaux, négocier ton prêt et cetera, donc
c'est pas 100% passif et c'est vrai que le côté un peu humain, voilà, avec le locataire, ça peut être des fois, c'est un peu compliqué. Après, je Mmh. dis pas dans le futur, forcément, j'en ferai pour diversifier. Et pour moi, je préfère rester focus sur la bourse, m'expérimenter, devenir plutôt, entre guillemets, un expert et voilà, investir petit à petit. OK. Et donc là, donc tu disais pour, tes ETF, par exemple, comment est-ce que toi tu fais un peu ta sélection, d'ETF, ta méthodologie? Donc en fait, si on devait un peu expliquer ta routine finalement, de d'analyse ou d'achat, comment est-ce que toi tu ferais, chaque jour, par exemple? Alors moi, donc comme je dis, je fais du DCA, donc je mets par exemple, 20 30 de mon salaire, de côté où je vais l'investir. Donc par exemple, si j'ai 400 ou 500 euros, je vais l'investir sur un indice. Donc là, si on prend par exemple l'exemple du S&P 500, moi j'essaye toujours d'optimiser un peu, le point d'entrée. Donc je fais du market timing, c'est pas forcément, la meilleure solution parce que ça a été prouvé par des études que le market timing n'était pas forcément la meilleure solution pour investir. Moi, en fait, ce que j'essaye, c'est toujours aller chercher des points bas dans une tendance qui reste haussière à long terme. Tu vois? Là, il y a eu un point bas, là, il y a un deuxième point bas et là, potentiellement, bon ça, j'en sais rien, mais on est peut-être sur un point bas actuellement. Mmh. Donc là, par exemple, le marché sur le mois d'août, le mois de septembre, il a perdu, quasiment 10 depuis les plus hauts, je crois 7 ou 8. Donc là, je me dis: «Tiens, c'est une bonne opportunité pour acheter». En fait, je pars du principe, je me dis: «Je préfère acheter quand c'est les soldes», comme quand tu vas faire tes boutiques et tu vois qu'il y a -20, -30 que d'acheter, bêtement tout en haut et me dire: «Ah, j'ai peut-être pas forcément fait une bonne affaire». OK, je comprends. Et là, après toi sur, par exemple TradingView, tu peux voir tes points d'entrée et donc, savoir: «Ah, ça fait par exemple 2 mois et demi que j'ai pas investi» ou alors «Ça fait 2 semaines donc, peut-être que c'est trop tôt». Non, ça, j'ai pas mes intervalles de DCA, ça plutôt j'ai un Excel où je note toutes mes rentrées d'argent sur mon PEA, sur mon IB, ou alors j'ai tous Mmh. mes relevés d'ordre. Mais, ouais, non, moi sur TradingView, j'utilise, tu vois, les 2 moyennes mobiles, donc ça, c'est moyenne mobile sur 50 périodes et une moyenne mobile sur 20 périodes. Après, OK. j'utilise un peu d'analyse, graphique en mettant mes supports, résistances. Donc support, c'est plutôt là où les prix ont tendance à se poser pour après rebondir et une résistance, c'est là où les prix ont plutôt tendance à bloquer pour ensuite, repartir à la hausse. OK Et j'ai et donc là également là un indicateur technique, le RSI, donc ça, pareil, où tu mmh. as en fait, tu as 2 bornes, tu as une borne basse à 0 et une borne haute à 100 et une borne à 50. Et donc quand tu es entre 50 et 100, tu es plutôt acheteur sur le titre ou sur le l'ETF et quand tu es entre 0, et 50, donc tu es plutôt vendeur. Et en fait, quand on revient souvent sur cette zone des 50, on appelle ça la zone de neutralité, donc on n'est ni acheteur ni vendeur. Donc quand tu restes un moment sur cette zone entre, 50 et 100, ça peut être un bon point d'entrée pour passer à l'achat. OK et admettons, est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, pendant 2 mois, tu pas vraiment de point d'entrée très défini et donc que tu pas investi? Et du coup, au final, Ah ouais, 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 complètement. ouais. Bah, là, par exemple, on a eu, août, septembre et même un peu mi-juillet. Donc là, si je reprends, tu vois, on était en juin, là, je défile sur mon écran, tu vois? Juillet, on était là, tout Mmh. en haut. Pour moi, c'était pas forcément une bonne affaire. Je me disais: «Tiens, on est un peu dans l'euphorie, c'est un peu trop monté». Par contre, là, bah, tu vois, j'ai passé un ordre, hier sur le MSCI World et là, juste aujourd'hui sur le Nasdaq, bah, tu vois, je vais venir sur le Nasdaq. Là, je me dis: «Tiens, on est sur des points un peu plus intéressants». On a perdu 10 sur le Nasdaq. Pour moi, le ratio, gain-risque, il est un peu mieux, quoi. OK, je comprends Après, et c'est donc toi pas tu une science exacte, hein, tu peux toujours avoir des faux signaux, mais OK, si tu combines l'analyse fondamentale avec, l'analyse technique, tu t'en sors plutôt d'accord, bien. donc ça, c'est pour tes ETF et après pour tes actions, est-ce que tu suis la même méthode ou Ouais, tu autre complètement, ouais. chose? Bah, là, tu vois, si par exemple, moi, j'ai Google en portefeuille et c'est vrai que moi, je suis rentré, en plusieurs fois sur, Google. J'étais rentré, donc là, au niveau des 85 en première fois. Après, une fois qu'on était repassé au-dessus des moyennes mobiles, donc juste pour faire un petit cours, quand on est au-dessus des moyennes mobiles, on a plutôt tendance à être haussier sur le titre et quand on est en dessous, on a plutôt tendance à être baissier. Donc là, quand on était passé au-dessus des 2 moyennes mobiles, j'avais passé un ordre d'achat parce qu'on était plutôt haussier. Et ensuite, ouais, j'ai repassé un ordre d'achat, c'était, courant août, tu vois? Et donc là, quand on était revenu sur une zone de support, là où les prix ont tendance à se poser. OK et mais là, du coup, tu ne fais que de l'analyse technique pour retrouver ces actions ou tu as des screeners ou des choses comme ça qui vont venir te les présélectionner pour les Ouais, choisir? alors, ouais, donc bah, moi déjà, j'essaie de
j'utilise un peu la méthode Warren Buffett, n'investir que dans ce qu'on se comprend. Donc moi, Google, je comprends, Alibaba, je comprends et j'essaie toujours de chercher des valeurs donc déjà qui ont un bénéfice, qui explose année après année, un chiffre d'affaires qui explose, année en année et surtout un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Donc là, par exemple, Google, je crois que c'est 90 des parts de marché, donc c'est impressionnant et j'essaie de les Mmh. acheter quand elles sont sous-évaluées. Donc pour ça, moi, j'utilise, le site, Alphaspread, donc il va calculer pour toi la valeur, on va dire, fondamentale de l'entreprise OK. pour essayer de l'acheter au meilleur prix. Donc là, par exemple, si je vais sur, Alphabet, Ça, c'est un outil qui est payant ou c'est, alors, il peut être payant, mais bon, moi, je fais du stock picking que sur 5 actions, donc j'ai pas besoin de payer, ah oui, mais depuis parce que tu vois parce que là, tu vois, tu as free plan pour 1/3. Donc je peux voir 3 OK. actions par semaine. Moi, je suis pas là à regarder non plus tous les jours, si je regarde peut-être une fois par mois ça et encore. Je suis plutôt sur vraiment du très long terme. Après, comme je dis, les horizons d'investissement, c'est sur 20 ans, 25 ans, donc ça, j'ai aucun problème avec ça et moi, en fait, là, ce que j'essaye, c'est d'acheter quand on est sous-évalué, pourquoi pas à 15 ou 20 en dessous des prix. OK. Donc là, par exemple, on est à 12 surévalué. Je dirais: «Allez, c'est pas trop une bonne affaire, je préfère attendre, soit qu'on ait une correction ou soit de voir comment évolue le marché, en D'accord fonction». et alors du coup, pour trouver enfin, comment dire? Pour te former justement sur toutes ces outils ou sur, la méthodologie et cetera, qu'est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu as suivi d'autres choses? Donc là, tu m'as parlé des 3 livres que tu as lus. Ça, c'est Ouais. vraiment genre, tu dirais que c'est à peu près 80 de ton socle ou est-ce que c'est, par exemple, plutôt que 10 et qu'après le reste, c'est que des tutos? Comment tu t'es formé au final, au fur et à mesure? Non, ça représente peut-être 50. Moi, je passe beaucoup de temps aussi sur YouTube. Bah, déjà, je rate ta chaîne où j'apprends pas mal de choses sur eBay Mmh. et moi, je me suis formé, du coup, avec la formation de Tammy Cabage, donc c'est la TKL, Trading School et donc voilà, à travers YouTube, aussi à travers sa formation, donc moi, je suis passé directement à la formation sur les options. Bon, il parle aussi un peu d'analyse, fondamentale et cetera, mais c'est une autre formation en biais. Mais ouais, c'est vraiment à travers, Tammy Cabage où j'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup de déclics, sur la partie bourse et comme je t'ai dit, lui, sa stratégie, c'est vraiment de combiner analyse technique et analyse fondamentale. Donc lui, sur l'analyse fondamentale, il est à fond, dans la méthodologie de Warren Buffett et sur l'analyse technique, bah, il utilise les outils que je t'ai montré juste avant sur TradingView. OK et alors toi, tu viens de parler du coup des options, donc là jusqu'à présent tu faisais donc tu disais à peu près, je me souviens plus des, proportions, mais près 80 de d'ETF, DCA, après, 10-15 de stock picking et 10 ah oui pardon, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est 10 ça, de ouais. stock picking 80 stock picking, crypto-monnaie, 10. OK et du coup, les options, comment c'est venu dans ta stratégie? Du coup, c'est en suivant sa enfin, en fait, en découvrant son univers, ce que lui faisait Tammy, et donc tu te dis: «Bah, pourquoi pas les options?» ou c'est ça et puis ensuite tu as pris sa formation et donc là, tu l'intègres, pleinement dedans ou là, actuellement, tu te formes? Tu en es où à peu près dans Moi, les options? alors j'ai fini la formation il y a 7 ou 8 mois. C'est une formation, très importante, les options, ça vient pas comme ça a rien à voir avec la compréhension d'une action. C'est un outil sous-jacent, donc c'est beaucoup plus «spéculatif» entre guillemets, et pour le moment, je le fais qu'en virtuel. Je suis vraiment sur l'aspect formation. Après, comme l'avait dit, Johan quand il était passé sur ta chaîne, il faut quand même un capital assez important pour les options. On peut Mmh. pas le faire avec, 2 000-3 000 Enfin, je pense qu'il faut au moins un capital de 30 000-40 000 qui est juste consacré aux options. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un capital assez important. Moi, pour le moment, je me forme juste, ouais, à travers les vidéos, à travers la formation et à travers donc le site de démo sur Interactive Broker. OK et donc là, typiquement, bah, là, c'est un portefeuille sur eBay que tu peux montrer, donc d'options, donc là, d'options Ouais, et complètement, ouais. et donc là, Voilà, par actuellement, donc tu exemple, t'en sers vraiment on que peut pour t'entraîner, hein, c'est ça? c'est ça, ouais, bah, là, tu vois, par exemple, là, j'ai vendu des puts sur, Google et TSM. Et après donc là, j'ai fait des bull puts, des bull call spread pardon sur, donc QQQ, c'est le Nasdaq et là, j'ai acheté un call sur NIO. Donc juste un peu pour expliquer un call, donc quand tu achètes un call, tu vises la hausse du cours et quand tu Mmh. achètes un put, tu vises la baisse, du cours. Mais ce qui est intéressant sur les options, c'est qu'en fait, tu peux faire les 2. Quand tu achètes un call, tu peux aussi vendre le call. Donc c'est-à-dire, moi, je vais t'acheter le call à toi et toi, tu vas me vendre le call
Par contre, toi, Mmh. quand tu vas vendre le call, toi, au lieu de viser la hausse du cours, tu vas viser l'inverse. Tu vas viser la baisse du cours. En fait, ça va s'inverser. Et quand tu vas faire OK. avec les puts, ça va être la même chose. Moi, je vais acheter un put, toi, tu vas être mon vendeur de put, et donc moi, je vais viser la baisse du titre parce que j'achète le put, et toi, tu vises la montée du titre Mmh. parce que Ouais. tu vends le put. Du coup, là, moi, sur mes actions, par exemple, donner un exemple là, sur TSM, donc c'est un titre que j'ai en portefeuille, donc je suis plutôt haussier sur le titre. Donc là, je vends un put, donc je vise, finalement la montée du titre. OK. Et ça, depuis que tu le fais, du coup, c'est en suivant la méthodologie de Tammy? Est-ce que tu as suivi d'autres cours ou peut-être des livres, tout ça, qui t'ont permis sur les options à avancer, ou juste la formation de Tammy, finalement, est suffisamment complète pour Ah bien oui, oui. comprendre? Ouais. Ouais, je confirme, elle est suffisamment complète, il faut vraiment passer du temps, se plonger dedans, les options, c'est simple enfin, c'est «simple» entre guillemets une fois que tu as compris, mais faut vraiment passer du temps, tu as beaucoup de détails, en fait, ça prend beaucoup d'indicateurs en même temps, une option, tu vois? Tu as la valeur temps, tu as la volatilité, tu as le cours du sous-jacent, en fait, quand tu vas prendre une option, tu vas avoir une date, d'expiration. Donc c'est pas Mmh. comme quand tu achètes une action et tu peux dire: «Allez, bah, c'est pas grave, je regarde pas pendant 20 ans et dans 20 ans, je regarde si j'ai gagné ou perdu de l'argent». Là, c'est tu fixes une date, à cette date-là, tu as mis ton prix d'exercice, par exemple, à 140. Tu as acheté un call et que l'action est à 135 au 30 janvier et que c'est ta date d'expiration, bah, tu as perdu, de l'argent. OK, je comprends. Donc là, en fait, OK. quand tu prends un call, tu vas payer une prime. Donc on dit ça, tu payes une assurance. Donc par exemple, tu payes une prime à 100, donc ta perte maximale, c'est la prime, où tu peux perdre 100 $. Mmh Et mh. par contre, quand tu vas vendre une option, donc un call ou un put, là, tu vas recevoir une prime directement dans ta poche, 100 $. Donc par contre, c'est l'inverse, c'est le maximum de gain que tu peux avoir et la perte, elle peut être infinie. Alors que quand tu achètes, la perte, elle est définie et le gain est exponentiel, en fait, il est infini. Très élevé, ouais, OK. D'accord, et donc toi, avec tout, enfin là, du coup, ça m'a l'air d'être, quand même assez éparpillé. Surtout, en fait, on voyait donc 80 de d'ETF et finalement que 10 de stock picking. Est-ce que Ouais. le temps que tu passes sur ton stock picking, tu vois, permet d'avoir, plus de performance que le temps que tu passes sur 80 de tes ETF? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce ou c'est Ouais, juste là, c'est plus une question de passion et tu te dis: «Bah, je en fait, j'aime beaucoup ce sujet-là», et donc ouais, en fait, moi, je me suis mis 10 de stock picking parce que, comme tu l'as dit, j'aime bien ça et je me dis: «Allez, ça me permet de me forcer à me former». Mais je garde toujours en tête cette stat, qui est folle, c'est que 96 des fonds n'arrivent pas à battre le marché et là, finalement, c'est le meilleur exemple, c'est cette année, si on regarde la performance du S&P 500, elle est juste incroyable. C'est, je crois 20, un truc comme ça sur mmh, l'année 2023 et si tu regardes les valeurs qui tirent le S&P 500 vers le haut, c'est juste les GAFAM, les 7 plus grandes valeurs là actuellement du S&P, donc Google, Meta, Nvidia et cetera. Apple, ouais, mmh. Donc donc finalement, tu te dis, tu regardes le S&P 493, on va dire entre guillemets, bah, il est flat quoi, il est flat et le S&P 500, il est 20 au-dessus et si tu prends juste ces 7 valeurs, à part, je crois que tu es à plus de 70. Enfin, c'est incroyable et en fait, moi, je me suis dit: «Mais en fait, si tu as pas ces 7 valeurs dans le portefeuille ou une de ces 7, finalement, tu es quasiment perdant sur cette année». Donc le stock picking, Mmh mh. ça peut être super, hein, tu peux vraiment battre le marché, mais c'est aussi très compliqué, il faut passer plus de temps. Il faut savoir que les stats et les probabilités, elles sont pas de ton côté. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience pour, y arriver, bien se former et surtout avoir une super psychologie. Parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais la bourse, c'est psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus dur que l'immobilier, parce que tu vois beaucoup plus de fluctuations, tu as beaucoup plus Mmh. de volatilité. Donc c'est pas forcément fait pour tout le monde et vraiment avec le temps, c'est là où tu te perfectionnes, quoi, sur cette partie, psychologie. OK. Bah, écoute, très intéressant. Donc on peut voir, enfin, je pense que les gens qui vont suivre la vidéo, ouais, ils vont bien voir que toi, du coup, tu es passionné, que tu as envie de passer du temps justement sur le sujet. Je pense que comme tu l'as dit, pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, des ETF, c'est peut-être finalement le meilleur bon plan, et surtout, bah, pour ceux qui ont un taf et qui ont pas forcément trop le temps de s'y pencher, et en plus Exactement. dans un PEA ou quoi, un truc vraiment simple. Mais bon, c'est intéressant de savoir que, tu vois, même quand quelqu'un qui a un taf à côté, il va quand même, aller se renseigner sur le PEA, enfin, donc faire des ETF, mais aussi faire du stock picking et aussi aller se former sur des options. Donc voilà, si on est passionné, on peut le faire et ça prend du temps.
Mais bon, voilà, c'est beaucoup de travail, je pense aussi, comme tu l'as dit, hein. Ouais, complètement et en fait, ce qui est top avec les options, c'est que ça peut se combiner avec tes achats d'actions où Mmh. finalement, à travers les options, tu peux, avoir, on va dire, entre guillemets, «des meilleurs prix», de revient sur tes actions, pour toucher des actions à un meilleur prix, en particulier sur des actions value, ça peut être super intéressant de faire ça, ouais. Mmh, carrément. Ça, je pense que c'est un peu la strat qu'avait fait Juan, que fait justement Juan. Je crois que, Bertrand de Revenu et Dividendes, de la chaîne Revenu et Dividendes, a à peu près la même strat. Après, je sais plus, Tammy, il a une strat différente ou c'est à peu près le même, principe aussi? Bah, lui, il a 2 stratégies en fait, donc c'est vendre, des puts, donc tu mets un prix d'exercice, si le cours il reste au-dessus, tu empoches la prime et si c'est en dessous, en fait, tu es assigné donc tu es obligé d'acheter les titres, Mmh. à part si tu coupes l'option, hein. Donc finalement, si c'est une action comme par exemple, je vais prendre Google, une super action value, un super business derrière, tu dis: «Bon allez, là actuellement on va prendre l'exemple Google, il est à 132, tu vois? Et moi sur ma vente de put, il est à 120. Donc en fait, je me dis: «Si je suis assigné, je l'achèterai à 120, donc j'achèterai toujours moins cher que ce qu'il y a actuellement et si Mmh. jamais je suis pas assigné, j'empoche ma prime qui est, je sais plus, je crois de 100 une fois que ce sera terminé. Donc mais ça, le problème, c'est qu'en fait, si tu raisonnes en plus en mode, trading ou plus investissement à moyen court terme, tu as une perte, comme je viens de te dire, qui est illimitée. Alors que si Mmh. tu fais on appelle ça un bull put spread ou un bull, call spread, c'est qu'en fait, tu vas acheter un call et tu vas vendre un call. Donc bah, tiens, je peux montrer sur l'écran, peut-être ça sera plus facile à comprendre. Donc en fait, tu vends un call pour recevoir une prime et tu OK. achètes un call pour viser la hausse du cours. Donc en fait, ta vente de call va financer la prime que tu auras achetée pour le call pour viser la hausse du cours. Et ça, tu le fais en même temps? C'est-à-dire que tu le fais, Exactement. Donc là, par exemple, allez, on va prendre le Nasdaq, on va prendre, échéance, allez, le 20 octobre. Donc là, on est sur la colonne de gauche, option d'achat, donc c'est les calls et donc là, on va se dire: «Je vais acheter un call, un prix d'exercice de 360». Donc là, on voit bien ma courbe où là, en fait, je suis perdant, donc là, c'est ma prime que j'ai payée mmh. et ensuite, je suis break-even à partir donc break-even, c'est-à-dire, c'est à partir du seuil où tu perds pas, quand tu commences à gagner de l'argent, qui est à Mmh. 367, dollars. Mais là, le problème, c'est que ce qu'il faut voir aussi sur les options, c'est que tu as des probabilités, de gain ou de baisse. Donc, quand tu mets un call, tu as une probabilité qui est assez faible parce que finalement, il faut que ça atteigne ce prix pour Ouais. que tu commences à gagner de OK. l'argent. Donc en fait, là, Mmh. ce que tu fais, c'est que là, j'ai acheté un call et je me dis: «Allez, je vais vendre un call, je sais pas, 363». Et là, tu vois, finalement, je me retrouve avec 2 lignes. Une qui est bloquée à une perte maximale de 162 dollars. Je crois que tout à l'heure, Mmh. c'était 100 dollars si je dis pas de bêtises, donc tu perds un peu plus, mais tu as un retour qui est à 137. Donc finalement, tu as un risk reward presque de 1 pour 1. C'est souvent ce Mmh. qu'on dit en trading, c'est: «Je risque un pour gagner un». Bon, généralement, c'est mieux de risquer un pour gagner 2, mais bon, là, c'est sous forme d'option, donc c'est un peu différent. Et là, si tu regardes ta probabilité de profit, tu l'as un peu augmenté. Tout à l'heure, tu étais à 35, si je dis pas de bêtises, et là maintenant, tu es à 46. Donc tu as plus de chances de gagner de l'argent avec une stratégie comme celle-ci. Mais OK. sauf qu'à un certain seuil, par exemple, imaginons le Nasdaq qui monte jusqu'à 400 dollars, tu seras bloqué à un profit de 137 dollars. Ah, OK. Mais là, on est Eh d'accord, oui. donc du coup, tu sélectionnes tes 2 options en même temps et donc c'est pour ça qu'on voit en haut sur le panel, 2 jambes. Ce qui s'appelle 2 jambes, c'est 2 Ouais, ça options, a en fait? 2 jambes, tout à fait, ouais. OK. Tout à fait, ça a 2 jambes. Et en fait, tu peux faire pareil avec les puts. Tu peux acheter un put, donc pour te couvrir en cas d'une baisse et vendre un put pour recevoir une prime et ça va te faire exactement le même schéma. Donc soit dans ce sens-là, c'est-à-dire avec la hausse, si ça monte, soit dans le sens inverse si tu vises la baisse d'un cours. OK. Donc là, juste pour récapituler pour les gens, pour, pas trop les perdre, là, actuellement, ce que tu as fait, c'est que ça permet quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, juste en réexpliquant un petit peu donc l'évolution du cours. Là, actuellement, le cours, il est à 358, sur, un ETF, enfin sur le ETF du Nasdaq. Si ça monte, qu'est-ce qui se passe? Si ça baisse, qu'est-ce qui se passe? Et si ça reste stable, qu'est-ce qui se passe? Pour bien comprendre, Alors, bah, là, par exemple, on a 358, donc si ça monte un petit peu, donc on va dire à 361, c'est le break-even, tu gagnes pas, mais tu perds pas non plus. Si ça monte Mmh. un petit peu, tu commences à gagner de l'argent.
Par contre, si le titre, il reste à 358 ou tu perds par exemple, il baisse à, on va dire, scénario catastrophique, il y a un crack de folie, il baisse à 300, eh bien, toi, tu auras perdu seulement 160 $. Par Ah oui, contre, alors en ça, du haut, coup, on le voit quand tu passes ta souris, en fait, on le voit sur le PNL, c'est ça, en tout à haut. fait, là, on le voit là, 112, 121. Ça, c'est en fonction de si tu as signé ou pas, en fonction de la valeur temps. Bon, ça, c'est un peu plus OK. compliqué à expliquer. Mais ça permet en fait, voilà, comme j'ai dit, d'avoir un risk reward qui est un peu plus important. Et parce qu'aussi les options, elles sont liées à la volatilité. Donc en fait, plus tu as de volatilité, plus la prime à l'achat va être, importante. Parce que tu as en fait, tu as un phénomène de peur sur les marchés. Donc tout le monde va se par exemple, si tu as un crack, tout le monde va se mettre à acheter des puts pour se couvrir sur leur portefeuille, donc viser la baisse du marché. Et plus tu as d'acheteurs, en fait, c'est une question d'offre et de la demande, et plus le coût de ta prime va être important. OK, très clair. Mais là, au moins, Heu, là, comme j'ai dit, là, au moins, tu te couvres parce que c'est vrai que quand tu fais une vente d'options, ça peut être super, mais donc là, on va prendre l'exemple, tu vends un call, donc là, j'enlève juste l'achat du call. Donc là, tu vois, hop, tu gagnes 552 $, donc c'est plus que ce que j'ai montré tout à l'heure. Mais par contre, la max loss, tu vois, elle est infinie. OK. Ah oui. Donc c'est vraiment ça qui peut faire peur aux gens. Alors que là, si je me remets à acheter un call à 360, là, bon, c'est plus dans le même Mmh. sens, mais l'idée, c'est la même, hein, c'est pareil avec les puts. C'est que tu définis ta perte et tu définis ton gain à l'avance. OK, très clair. Bah, ça, c'est vachement intéressant. Donc toi, tu recommanderais donc pour arriver à ce niveau-là de compréhension, la formation que tu as mis, vraiment très chouette, Ah oui, c'est c'est ça? top. Ah ouais, vraiment top. Et là, par contre, C'est faut du temps, il faut s'accrocher, mais oui, après, tu deviens OK. un expert des options complètement. Pour un particulier, enfin, moi, j'y pensais jamais il y a 3 ans, de me dire: «Allez, je vais comprendre les options», quand on me parlait options, pour moi, c'était du chinois un peu. Mmh. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, toutes tes explications et puis ton retour, sur ton parcours et tout ça. J'espère que ça a plu aux gens et que, bah, ils ont pu apprendre des choses, en tout cas découvrir peut-être certaines références et donc peut-être découvrir aussi le travail de Utami que moi je dis c'est vrai qu'au début, bah, je connaissais pas vraiment, je m'étais pas trop renseigné. Mais, voilà, j'espère que ce petit format, on va dire un petit peu, dans la tête d'un investisseur, particulier, ça aura pu vous intéresser. Si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à partager. Donc si vous avez des stratégies en particulier sur les options, sur, du trading ou sur, d'autres types d'investissements qui peuvent être, sympas à partager. Notamment si vous avez des petites ressources, des livres, des sites, des petites astuces, par exemple sur Interactive Broker, de choses, ça sera avec plaisir de vous accueillir sur la chaîne et d'en parler et donc, de partager tout ça avec tout le monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Noël, d'être venu sur la chaîne et d'avoir Merci à participé toi. et puis, ben, on se vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao tout le monde.